Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Seule une approche stratégique qui consiste à mettre les armes de la résistance à la disposition de l'armée libanaise peut protéger le Liban. Une déclaration de Michel Sleiman en réponse à Hassan Nasrallah. Dossier de la loi électorale, le bloc parlementaire de Walid Jumblat réitère son refus du projet du Rassemblement orthodoxe. Samir Jarjar, lui, assure que tous les dirigeants cherchent à parvenir à un consensus. Miracle au Bangladesh, une femme a été retrouvée vivante dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré 17 jours après le drame. Le bilan dépasse désormais les 1000 morts. Et à suivre également dans cette édition, peine de mort envisagée contre Ariel Castro. Inculpé pour le viol et la séquestration de 3 jeunes femmes pendant 10 ans, il est accusé de meurtre en interrompant plusieurs grossesses. Pour Michel Sleiman, seule une approche stratégique qui consiste à mettre les armes de la résistance à la disposition de l'armée libanaise peut protéger le Liban. Le chef de l'État a assuré que la déclaration de Brabda, un système démocratique et le respect de la loi préservent aussi le pays et son économie. Sleiman s'est entretenu avec l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, de la situation régionale, notamment en Syrie, ainsi que des appels en cours en vue de trouver une option politique. Des dossiers également au cœur de la réunion entre Moussa et le Premier ministre désigné, Tamam Salam. Le Liban traverse une période très critique qui aura un impact sur le pays. C'est ce qu'estime le Front de lutte nationale de Walid Jumblat, qui appelle à agir de façon à protéger le Liban, sans quoi personne ne sortira gagnant de cette crise. À l'issue d'un entretien avec le chef du Parlement, Nabi Berri, le ministre sortant des Transports, Azel Haridi, a par ailleurs exhorté les partis politiques à accélérer la formation du gouvernement et l'adoption d'une nouvelle loi électorale, réitérant le refus du PSP de la proposition de loi du Rassemblement orthodoxe. Toujours en ce qui concerne la loi électorale, Samir Jarjar a assuré que tous les dirigeants politiques cherchent actuellement à parvenir à un consensus avant le 15 mai, date à laquelle le Parlement doit se réunir sur ce dossier. Le chef des forces libanaises a souligné la nécessité d'adopter une loi électorale qui assure une représentativité juste de toutes les communautés. Il a par ailleurs déclaré que la situation en Syrie s'aggrave et que le Liban doit alors rester à l'écart de cette crise, critiquant le Hezbollah qui a envoyé des éléments pour combattre aux côtés des troupes syriennes. Le Conseil militaire est désormais dans l'incapacité de se réunir faute de quorum après le départ à la retraite de 3 de ses 6 membres. Toute décision au niveau de l'armée est donc désormais impossible. Cette situation affectera notamment son financement, son armement et sa capacité de mobilisation. Selon le quotidien El Arbar qui rapporte l'information, cela pourrait pousser le commandant de l'armée, le général Jean Ahouaji, de demander à assumer le rôle et les prérogatives du Conseil militaire pour éviter toute paralysie de l'institution. La Turquie soutiendrait une initiative américaine de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre turc dans un entretien avec la chaîne NBC. Une telle mesure interdirait à l'armée de l'air syrienne de cibler la rébellion et pourrait donc faire pression sur le régime de Bachar el-Assad. Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs indiqué que Damas avait déjà franchi la ligne rouge tracée par Barack Obama en utilisant des armes chimiques. Mais le président américain, lui, a prévenu qu'il ne prendrait aucune décision sans preuve tangible. Les Philippines envisagent de se retirer de la force de l'ONU déployée sur le plateau du Golan après l'enlèvement de 4 de leurs militaires par des insurgés syriens. Il s'agit du 2e incident de ce genre en l'espace de 2 mois. Début mars, des rebelles syriens avaient déjà capturé 20 casques bleus philippins pour exiger un retrait des troupes de Bachar el-Assad. Ils les avaient libérés quelques jours plus tard. Mani fournit 342 militaires à cette force de l'ONU qui est déployée depuis 1974 sur les hauteurs du plateau du Golan pour surveiller le cessez-le-feu entre Israël et la Syrie. Processus de paix au Proche-Orient, le président chinois a exhorté Benyamin Netanyahou à rouvrir des pourparlers de paix avec les Palestiniens aussi vite que possible. Le Premier ministre israélien achève aujourd'hui sa tournée de 5 jours en Chine. Les propos de Xi Jinping interviennent quelques jours après sa tentative de convaincre Mahmoud Abbas de revenir lui aussi à la table des négociations. En début de semaine, le chef de l'État chinois a soumis un document en 4 points à son homologue de l'autorité palestinienne. Document censé permettre de raviver les espoirs de paix.
Au Bangladesh, une survivante a été retrouvée dans les décombres de l'immeuble effondré 17 jours après la catastrophe. Reshma a été localisée dans un trou entre une poutre et un pilier. Elle est à l'hôpital et se fait soigner pour ses blessures. Malgré ce miracle, le bilan continue de s'alourdir. On compte désormais 1038 morts. De nombreux cadavres se trouvent encore sous les débris. Des centaines de proches de ces disparus continuent de veiller sur place. Les secouristes ont de plus en plus de mal à identifier les corps en raison de l'état de décomposition. Des tests ADN ont donc été réalisés et conservés en cas de demande ultérieure des familles. À la veille des élections législatives au Pakistan, Washington sait qu'il va devoir préserver son entente avec Islamabad, quel que soit le vainqueur. Mais les deux favoris du scrutin, Imran Khan et Nawaz Sharif, n'ont jamais caché leur anti-américanisme. Ces élections sont historiques, c'est la première passation de pouvoir d'un gouvernement civil à un autre au Pakistan. Mais la journée de vote de samedi va se dérouler sous les menaces d'attaque des talibans. 117 personnes ont déjà été tuées pendant la campagne électorale. Ariel Castro pourrait être condamné à mort. L'homme est accusé d'avoir enlevé et séquestré pendant 10 ans 3 jeunes femmes dans sa maison de Cleveland, dans l'Ohio. Il a été présenté hier devant un juge qui lui a notifié officiellement ses chefs d'inculpation. 4 pour enlèvement et 3 pour viol. Pour condamner à mort Ariel Castro, le procureur doit prouver qu'il y a eu meurtre. L'une des 3 femmes aurait fait au moins 5 fausses couches provoquées volontairement. Le montant de la caution a été fixé à 8 millions de dollars, s'assurant ainsi du maintien du suspect en détention. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, près d'un mois après les attentats de Boston, le Congrès veut savoir pourquoi le système de renseignement américain n'a pas été capable de prévenir le drame. L'un des auteurs de l'attaque était pourtant dans la ligne de mire du FBI, mais la police locale n'en avait pas été informée. Tamerlan Tsarnaev postait des vidéos de propagande islamiste. Il s'est radicalisé après un voyage en Tchétchénie. Une fuite d'ammoniac a été détectée sur la Station spatiale internationale, mais ses membres d'équipage ne sont pas en danger. Selon la NASA, il faudra peut-être mettre hors service une partie du système de refroidissement de l'ISS pendant près de 48 heures pour colmater la fuite. Des spécialistes russes et américains vont se concerter sur cette fuite qu'ils ont qualifiée d'anomalie très grave. Et puis en France, un 4e cas suspect de coronavirus a été identifié dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce virus est susceptible de provoquer un large éventail de maladies chez l'homme qui vont du rhume banal jusqu'au SRAS. Ces 3 personnes ont été en contact avec le premier malade français. Il s'agit d'un médecin, d'une infirmière et d'un autre patient. L'homme de 65 ans avait séjourné à Dubaï du 9 au 17 avril avant d'être hospitalisé en France avec des troubles respiratoires aigus. Au retour de la pause, on fait le point sur le discours de Hassan Nasrallah et les réactions qu'il a suscitées. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Coup de bluff ou provocation, le Hezbollah annonce que la Syrie va lui fournir de nouveaux types d'armes. C'est en tout cas ce qu'affirme Hassan Nasrallah, le chef du mouvement chiite qui parle de riposte syrienne aux raids menés par Israël contre son territoire. Le Hezbollah, ennemi juré d'Israël, est un allié du régime de Bachar el-Assad. La Syrie qui promet de répliquer immédiatement et durement à tout nouveau raid de Tsahal contre son territoire. Israël a lancé vendredi et dimanche dernier une série d'attaques dans la région de Damas. Elle visait, selon des responsables israéliens, des armes iraniennes destinées au Hezbollah, ce que Téhéran a démenti. Dans son discours, Hassan Nasrallah plaide par ailleurs pour un soutien moral, financier et logistique des Libanais à la Syrie pour récupérer le plateau du Golan. Israël, officiellement en état de guerre avec la Syrie, occupe depuis 1967 une partie de ce territoire. Les chrétiens de Syrie s'efforcent de se tenir à l'écart du conflit, craignant d'être identifiés au régime de Bachar el-Assad, qui leur a toujours accordé sa protection. Ils ne comptent plus que sur eux-mêmes, ils tentent de s'organiser avec des armes rudimentaires contre les groupes extrémistes radicaux qui mènent la rébellion. Reportage. Le dimanche, ils assistent de moins en moins nombreux à l'office. Avant-guerre, ils représentaient 5 à 7% de la population de Syrie, près d'1,5 million de personnes, une minorité protégée par le pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup fuient à l'étranger. Demeurent ici ceux qui n'ont pas assez d'argent pour partir. Bachar était un homme très bien pour les chrétiens. Il nous a permis de pratiquer notre foi,
d'aller à l'église. Mais Bachar tue son peuple. C'est ce que vous dites à la télévision. Mais ici, il n'a encore tué personne. Notre plus grande crainte est que des gens qui ont une mentalité et une idéologie différentes viennent bouleverser ce pays, qui jusque-là nous assurait la sécurité, la stabilité, la paix. Le pouvoir ne peut plus leur venir en aide. Alors, ils ne comptent que sur eux-mêmes. À la nuit tombée, ces chrétiens tentent de s'organiser pour se défendre contre des groupes islamistes radicaux qui se battent contre le pouvoir, mais s'en prennent aussi aux chrétiens. Ils préparent des rondes avec leurs armes personnelles. Vous voulez que je vous les montre? Des armes rudimentaires dont il n'hésitera pas à se servir. Évidemment, je me battrai pour protéger ma famille. Vous voulez que je laisse les islamistes prendre nos femmes, nos enfants ou nos biens? Jamais. Avant-guerre, Elias Alkas n'appréciait pas Bachar el-Assad. Mais maintenant, il préférerait qu'il reste au pouvoir, par peur des islamistes. Chaque nuit, il fait la tournée des églises. Celle-ci est particulièrement chère à son cœur. Tout en haut de la nef, il tient à nous montrer un tableau. Une vierge devant un village. Regardez, les chrétiens de ce village ont résisté à toutes les invasions. C'est la Vierge qui les a protégés. Ils n'ont jamais été vaincus. C'est pour nous un symbole qui nous donne de la force. Ces chrétiens deviennent de plus en plus inquiets car la guerre se rapproche. À une centaine de kilomètres à peine, elle a dévasté ce village, Sérékanié, au début du mois de février dernier. Commerces fermés, habitations effondrées, impact sur tous les murs. Le quartier chrétien a payé le prix le plus fort. Des groupes djihadistes ont attaqué les Kurdes qui protégeaient les chrétiens. L'église Saint-Georges est un champ de bataille. Aujourd'hui déserté. Abdulahad était l'assistant du père en charge de cette église. Il est l'un des rares chrétiens à être resté. Ce sont des candélabres qui portaient des cierges, avec un manche en bois. Ils ont tout cassé. Mais pourquoi? Ils ont brisé le tabernacle et pris ce qu'il y avait dedans. Mais qui sont-ils? Je ne peux pas vous le dire. Je n'étais pas là pendant les affrontements. Mais je pense que les combattants des deux côtés ont fait ça. À l'étage, il veut nous montrer les dégâts dans l'appartement du prêtre. Entrez, s'il vous plaît. Le religieux est aujourd'hui en fuite. Une vision de désolation. Abdulahad regrette surtout le rituel de la cloche. C'est lui qui était en charge. La cloche appelle les fidèles pour venir à l'église. Mais personne ne va venir aujourd'hui. Non, personne. Et ça me rend triste. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Seule une approche stratégique qui consiste à mettre les armes de la résistance à la disposition de l'armée libanaise peut protéger le Liban. Une déclaration de Michel Sleiman en réponse à Hassan Nasrallah. Dossier de la loi électorale, le bloc parlementaire de Walid Jumblat réitère son refus du projet du rassemblement orthodoxe. Samir Jaja, lui, assure que tous les dirigeants cherchent à parvenir à un consensus. Miracle au Bangladesh, une femme a été retrouvée vivante dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré 17 jours après le drame.
Le bilan dépasse désormais les 1000 morts. Et puis, peine de mort envisagée contre Ariel Castro, inculpé pour le viol et la séquestration de 3 jeunes femmes pendant 10 ans. Il est accusé de meurtre en interrompant plusieurs grossesses. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end.